Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive existentielle avec Mathieu Martel. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 17 septembre 2023. Il est présentement 19 heures. Je suis en direct de la Casa Essentia dans le quartier Milex à Montréal. Alors, au plaisir. J'espère que vous allez bien. Très content de vous accueillir. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et nous entamons un petit live ce soir dans ce dernier dimanche avant le début de l'automne, qui commencera bien sûr samedi prochain, le 23. Mais avant cette rencontre de l'automne, le 23 matin, heure de Montréal, nous allons bien sûr avoir notre rencontre en direct, en présence, et ça fait à peu près 3 mois et 3 semaines que nous attendons ce retour. Et bien sûr, nous allons être nombreux en cette soirée, mais il reste quand même quelques places et pour que vous puissiez vous manifester, je vais bientôt mettre dans le clavardage le lien pour que vous puissiez vous inscrire pour être en présence à cette soirée. Donc, il reste un tiers des billets à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à me saluer. Ce soir, le thème que nous allons aborder est la question du manque d'un point de vue philosophique. Donc, bien sûr, je me lance un thème. J'ai réfléchi à ça à partir de ce matin. C'est une approche spontanée, inspirée, inspirante, quelque peu différent d'en présence parce que vous êtes devant moi et je suis inspiré par votre présence, mais les Facebook Live permettent justement de rejoindre, comment dire, des gens à travers le Québec, nord de l'Afrique, très loin au nord de l'Afrique, en France. Il y a des gens qui nous écoutent, même de Floride. J'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas à vous manifester dans le clavardage, à me dire bonsoir, à me saluer. Et je vais bientôt, bien sûr, vous saluer lentement, chacun à la fois. Je ne sais pas si je suis capable de voir toutes les manifestations. Merci tout le monde d'être présent et présente. Alors, nos prochaines activités. Je vais tout de suite mettre le lien dans le clavardage. Ça aura lieu vendredi 22 septembre. Rencontres et coïncidences mystérieuses, une référence à Jung et aux synchronicités, et je témoignerai de toutes sortes d'histoires en lien avec ces rencontres qui ont changé notre vie, les synchronicités et ces rencontres mystérieuses que nous avons vécues. Il y aura des partages en présence au Yoga Shack à Montréal, métro Crémazie. Comment dire, pas très facile d'accès en métro, très facile d'accès à partir de la 15 Nord. Et on attend beaucoup de personnes pour ce retour en présence. Et nous allons aussi être là pour notre dernière rencontre. Oui, je vais vous mettre ça tout de suite. Notre dernière rencontre du mois d'octobre. Voilà, et je sais déjà qu'il y a des gens qui vont venir de Québec, possiblement, assister à notre dernière conférence du mois d'octobre. Alors, j'avais comme un objectif, je vais vous mettre ça ici dans le clavardage. C'est sur, c'est sur le thème au mois d'octobre qui s'intitule Cesser de prendre ses problèmes au sérieux. Une première, je vous mets ça tout de suite ici. Alors oui, j'ai décidé de prendre une petite pause. Je voulais un peu diminuer mes activités durant l'année 2023 et j'ai quand même réussi mon objectif. Donc, nous allons terminer l'année avec la moitié moins de rencontres que l'année dernière. Voilà. Et on a 2 belles rencontres au Yoga Shack. Le thème ce soir est né d'une discussion que j'ai eue avec mon ami Charles ce matin au café Saint-Henri, pas loin de chez moi. Et nous nous demandions à savoir si nous avions besoin de quelque chose pour nous dire heureux et satisfaits. Faut-il partir en quête de ce qui nous manque? Tel est le thème de ce soir. Donc, ce sera une réflexion philosophique autour de la notion de manque qui est présente en tant que théorie constitutive de l'être humain chez plusieurs philosophes. On n'a qu'à penser qu'à Platon,
à Épicure. Nous pouvons aussi penser à, à Jean-Paul Sartre et Schopenhauer, notamment, qui fustigeait contre, qui tentait de trouver des moyens de, de pouvoir échapper à la tyrannie des désirs par milliers qui nous poussent justement à rechercher ce qui nous manque. Allons-y avec la théorie de Schopenhauer exposée en quelques instants. Pour Schopenhauer, l'être humain est à la fois volonté et représentation. Le monde est volonté et représentation. Et Schopenhauer va y aller avec la métaphore du gant. Donc, ce que nous voyons du gant, ce que nous pouvons percevoir du gant de l'extérieur, ça s'appellerait représentation. Et ce qui est à l'intérieur du gant, donc la force de la puissance de l'agir de la main, serait associé à la volonté. Mais il dit que c'est l'envers, donc volonté, représentation, sont interreliés. C'est peut-être une manière de dire à quoi, presque, et même Spinoza pose cette question-là, à quel genre d'amour avez-vous décidé de vous consacrer? Mais c'est encore mieux posé comme question chez Spinoza. À quel objet d'amour vous consacrez-vous au niveau de l'énergie? Alors, ceux qui sont adeptes de la connaissance, scientifique, philosophique ou autre, tentent d'expliquer le monde à partir, bien sûr, de l'observation et de la réflexion. C'est ce que Schopenhauer appellera la sphère de la représentation qui tente de se poser comme question qu'est-ce que X et pourquoi X? On pourrait l'associer, à un domaine philosophique. On pourrait se demander qu'est-ce que la philosophie, pourquoi la philosophie? C'est tout ce qui concerne la connaissance qui tente de comprendre, de se pencher sur des phénomènes variés. Mais le monde de la volonté, c'est le monde des pulsions, du désir, de l'élan, des tendances qui nous animent, mais Schopenhauer nous dira que ce sont des désirs qui nous travaillent par milliers. Et même si nous sommes en mesure de satisfaire un désir, d'autres vont prendre la place après la phase qu'il nommera satisfaction. Donc, comme point de départ, Schopenhauer et d'autres philosophes vont déclarer que ce qui constitue l'être humain, c'est le manque, donc le désir conçu comme manque. Et puisque nous sommes en train, et le manque est en souffrance, et puisque nous sommes en train de souffrir, nous voulons bien sûr satisfaire ce manque pour bien sûr le combler. Schopenhauer appellera le bonheur primaire cette satisfaction d'un désir qui mènera à la notion de plaisir. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. J'ai de la misère à voir les gens qui sont là. Je veux dire que j'ai de la misère à avoir un petit peu d'accès aux commentaires ici. Je ne voudrais pas m'aventurer et faire des petites erreurs. Donc, saluez-moi, dites-moi bonjour dans le clavardage. Alors, prenons l'exemple de la soif et de la faim. Vous n'avez pas bu depuis 4 heures. Vous êtes assoiffé, votre bouche est sèche. Et vous dites, je dois trouver une source pour m'abreuver. Et vous partez à cette recherche. Vous partez dans cette quête pour, bien sûr, sustenter votre soif.
si vous y arrivez à combler votre soif en trouvant une source d'eau ou en vous abreuvant comme il faut, alors vous allez pouvoir goûter ce qu'on appelle le plaisir et la satisfaction d'un désir. Cependant, si vous n'arrivez pas, comment dire, à vous satisfaire en trouvant votre breuvage favori sur votre route ou quelconque source d'eau, vous allez être frustré et souffrir. Et en fin de compte, votre nature première, qui est manque et souffrance, va être, comment dire, va être augmentée en tant que souffrance. Ces philosophes-là, comme Platon, Épicure, Schopenhauer, Sartre, expliquent la nature humaine comme étant constituée d'un manque primordial que nous tentons bien sûr de satisfaire encore et encore, sempiternellement, la vie durant. Schopenhauer a proposé des remèdes pour pouvoir échapper à cette tyrannie qu'il va appeler la tyrannie du vouloir vivre. Et Épicure, de son côté, va y aller d'une distinction des types de désirs pour pouvoir se concentrer sur les désirs naturels nécessaires. Les deux vont trouver des solutions à ce problème du désir comme manque. J'aborde simplement ici Schopenhauer et Épicure. Je ne vous parlerai pas ici de ces, comment dire, de ces remèdes, hein, ou de cette classification chez Épicure pour échapper au désir comme manque, mais je vais revenir sur ce qui est sous-entendu dans cette poussée-là, dans cette pulsion, dans cet élan. Nous recherchons ce que nous n'avons pas, bref, ce qui nous manque. Et c'est encore, comment dire, c'est encore plus puissant lorsqu'il s'agit d'un élan en lien avec un certain avoir à être, ce que Aristote appellera l'antéléchie. Désirer, c'est aussi, pour être plus clair, rechercher ce que nous ne sommes pas, mais ce que nous voulons être ou accomplir. Je vais prendre une petite gorgée. Pensons à quelqu'un qui a des aspirations de devenir un musicien et qu'il ne peut pas y arriver. Mais certes, avant de se dire « je ne peux pas y arriver », il va tout tenter. Premièrement, trouver son instrument de prédilection, commencer à pratiquer, prendre des cours, faire des rencontres, des pratiques, créer un groupe, etc. Et c'est ce qui nous motive finalement, ce fameux désir comme manque. C'est la nécessité ou l'appel profond de notre nature qui va nous donner cet élan de vie, cette pulsion. Donc, il est peut-être important, il y a peut-être quelque chose d'important dans cette théorie-là qui dit que c'est parce qu'il nous manque quelque chose de fondamental à la survie ou à l'accomplissement de notre être que nous fournissons des efforts dans une certaine direction. Mais la théorie de Schopenhauer est quand même plus déterministe qu'on le pense. Parce qu'il nous dit que finalement, tout ce qui nous meut, c'est la pulsion sexuelle, la force de vie profonde. Et nous sommes mus, nous faisons tout ce qu'il faut pour justement nous préserver en tant qu'espèce et nous reproduire. Mais Schopenhauer ira un peu plus loin. En rencontrant, en constatant qu'il y a des limites à cette théorie-là du désir comme manque qui aboutit comme bonheur en tant que satisfaction.
Et il va nous dire que être pris au piège de cette mécanique du désir, cette espèce de mécanique infernale, où une fois satisfait, nous nous calmons, nous nous relaxons, mais que quelques instants plus tard, nous allons être tiraillés à nouveau par toutes sortes de désirs qui vont surgir encore et encore jusqu'à la fin de la vie. Platon aura recours, je ne me rappelle plus de cette analogie, mais c'était lié, oui, le tonneau des Danaïdes, justement. Donc, imaginons deux tonneaux, un rempli d'eau et un vide. Et désirer, c'est en quelque sorte vouloir, à partir d'une passoire, transférer de l'eau dans le tonneau rempli d'eau, transférer cette eau dans le tonneau vide. Imaginons, nous avons une passoire avec des grands trous, des grandes fissures, et c'est cela désirer. Tenter de transférer du tonneau plein au tonneau vide le liquide. Et nous allons bien sûr le faire presque ad vitam aeternam, puisque les trous de notre nature, hein, notre nature est symbolisée par un manque et par ces trous, et nous n'arriverons pas à faire l'exercice de transférer l'eau dans un autre tonneau. Mais Schopenhauer dira, il va proposer une critique. C'est plate, j'ai de la misère à voir les commentaires dans le clavartage. On dirait qu'on m'a mis quelque chose ici. Oui, c'est plate. Oups. Désolé. Bon, je vais revenir ici. Bon, je vais voir si je vois les commentaires. Parfait. Dites-moi bonjour. Je reviens à mon point. Schopenhauer va dire que cette vision de la vie concentrée sur, concentrée sur cette quête de satisfaction a des limites. Premièrement, 4 limites. Et c'est pour ça qu'il va proposer une quête du bonheur à son image. Premièrement, la satisfaction, souvent, ne dure pas longtemps. Pensons, mais ça peut durer quelques jours si on voit un bon spectacle, si on fait de bonnes rencontres, on peut quand même être touché par ces rencontres qui imbibent ou qui imbibent notre psyché. Mais pour Schopenhauer, la satisfaction par rapport à l'état de souffrance, l'état de satisfaction est minime. Deuxièmement, il nous faut beaucoup d'efforts. Nous devons mettre beaucoup d'efforts, relever des obstacles pour arriver à goûter à cette satisfaction-là qui est de courte durée. Troisièmement, il résume cette satisfaction à quelque chose de peu de valeur parce que finalement, par définition, se satisfaire, c'est bien sûr simplement supprimer une souffrance, combler un manque. Quatrièmement, et ça c'est tellement, quel regard psychologique incroyable, finalement Schopenhauer nous dit qu'il faut perdre notre objet de désir pour en apprécier la valeur. Hein? Tous ceux qui ont quitté quelqu'un ou qui ont perdu un être cher, qu'il soit vivant ou non, comprend cette leçon de psychologie schopenhauerienne que lorsque nous perdons l'objet aimé, nous commençons réellement à l'apprécier. C'est un paradoxe, on vit souvent ça avec les artistes qui décèdent. Tout d'un coup, ils deviennent intéressants.
et à réexplorer, à revisiter dans leur œuvre complète. Avant de proposer la vision du bonheur de Schopenhauer, je vais en profiter pour saluer nos auditeurs et nos auditrices. N'hésitez pas à me dire bonsoir. Je salue ceux et celles qui vont, bien sûr, être avec nous en différé plus tard. Salutations à Cathy, Mélanie, Anne-Marie, Linda Julien, Isabelle qui est de retour, Hélène, Véronique, Jean-Raphaël, qui est un nouveau visage, possiblement. Alors, nos petites rencontres, je fais une petite parenthèse, ont lieu depuis 2 mars 2023. Nous en sommes rendus peut-être à 3 ans et 6 mois de rencontres. Toutes nos anciennes rencontres sont dans la section vidéo. Et nos thèmes de nos conférences sont dans la section événements. Il y en a une super rencontre ce vendredi, 22 septembre. Allez voir cela, au Yoga Shack à Montréal. Salutations à nos auditeurs, Guylaine qui est en Abitibi, François qui est à Québec, Isabelle aussi. Ricardo n'est pas là ce soir. Est-ce qu'il nous a dit un bonsoir? Ricardo qui est en Floride ou quelquefois en Haïti. Salutations à tous et à toutes. Et à Valérie de Caen, en Normandie aussi. Mais qu'est-ce qu'être heureux pour Schopenhauer? Par où ça passe? Vous voulez faire une super lecture? La lecture qui a changé ma vie quand j'avais 19 ans. Aphorisme sur la sagesse dans la vie. Le chapitre sur le bonheur qui distingue 3 sphères de l'exploration de notre être, c'est-à-dire le monde de l'être, le monde de l'avoir et le monde du paraître. Schopenhauer, sûrement inspiré par Épicure, la lecture des anciens, en arrive à dire que ce qui est le plus important, c'est l'être plutôt que l'avoir. Et même si nous avons besoin quand même d'un peu d'avoir pour la survie et pour avoir un petit peu de confort, tout ce qui concerne le paraître ne concerne que les autres. C'est-à-dire que si nous nous soucions du paraître, c'est que nous nous soucions de ce que pensent les autres de nous. Et sur ce que les autres pensent de nous, nous n'avons aucun contrôle sur leurs propos. C'est très inspiré du livre d'Épictète, le manuel, que ce soit le manuel, les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Que pouvons-nous contrôler? Notre pensée et notre volonté? Et les commentaires que les autres nous font, ça ne dépend pas de nous, directement. Salutations à Martin, qui est dans le nord du Québec. J'ai rêvé à Martin ce matin, j'ai envoyé le rêve. On ne sait pas si mon rêve était prémonitoire. Je vous parlerai de quelques rêves prémonitoires dans cette rencontre du 22. Je reviens au point, qu'est-ce que le bonheur pour Schopenhauer? D'abord, le bonheur est lié à l'être, ce que Schopenhauer associera l'être à la personnalité profonde, c'est-à-dire notre caractère, ce dont nous avons hérité. Il faut apprendre à se connaître, partir bien sûr dans la quête du qui suis-je, et se découvrir et trouver des aspirations, un métier, des rêves en concordance avec notre personnalité et même une formation en lien avec notre personnalité. Donc, le bonheur ne repose pas sur ce que nous avons, mais bien sur ce que nous sommes profondément. Et Schopenhauer nous dit que, au lieu de chercher à s'enrichir, c'est-à-dire de passer le temps de sa vie dans la sphère de l'avoir, de la recherche des richesses,
dans l'accumulation des biens, il est préférable de s'adonner à une culture de l'esprit en accord avec notre nature profonde. Mais surtout, prendre soin de sa santé, car c'est une fois en santé que nous pouvons goûter à ce qu'il appellera la joie ou la gaieté. C'est ce qui permettra à Schopenhauer, à 72 ans, de courir, comme il disait, comme une gazelle, et de jouer de la flûte, et de faire ses lectures, de renvoyer toutes les personnes qui voulaient en savoir plus sur sa vie, qui voulaient converser avec lui. Schopenhauer les renverra, un à un, en les menaçant d'un fusil, en leur disant « Vous êtes arrivés trop tard. Mon livre, Le Monde comme volonté et représentation, est sorti en 1819 comme première édition. Il y aura 2-3 éditions. Et les gens venaient sonner ou cogner à sa porte lorsqu'il était reclus vers la fin de sa vie. Il dit « Vous arrivez trop tard, foutez-moi la paix. Et je me fous de ce que vous pensez de moi et je n'ai plus rien à vous dire. Vous auriez dû venir plus tôt. » Alors, concernant l'avoir, il en suffit bien, il nous en faut pour vivre, survivre et être quelque peu confortable. Et concernant le paraître, ce que l'on représente, ben c'est tout un cas de problème. Parce que vous êtes toujours soumis au regard de l'autre. Et le bonheur ne se retrouve pas dans le regard de l'autre, mais bien sûr dans un investissement au niveau de votre être et du fait de vous occuper de votre santé et de subvenir aux besoins. On voit un très gros rapprochement avec un petit peu moins de, avec un petit peu moins d'aspect de solitude chez Épicure, qui prônera bien sûr la pratique de la philosophie, qui le guidera vers le bonheur. Mais encore, chez Épicure, il y aura toujours ce soin du corps et de s'occuper du corps, mais aussi de fraterniser, de collaborer dans la communauté d'amis. Schopenhauer, plutôt solitaire, tempérament quelque peu colérique et irascible, préférera la solitude, accompagné de son chien, Atma. Voilà. Et Schopenhauer décédera dans les années, peut-être vers 60, à la vers les 70 ans, si je ne m'abuse. Voilà, mais toujours dans la solitude. Et ça dépend du tempérament. Hein? C'est lié au tempérament. Que nous faut-il comme type de relation? C'est à bien y réfléchir et Schopenhauer nous a poussé justement à faire ce travail en nous demandant quel genre de personnalité suis-je, quel est mon caractère, et bien sûr de s'occuper, de prendre soin de son être pour pouvoir réaliser et goûter à ce bonheur qui est basé sur l'être. Voilà, merci tout le monde d'être présent à cette petite rencontre, écoutez, improvisée. Et notre grande question, ça porte ce soir sur le thème du manque. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à une question. Nous manque-t-il quelque chose ici maintenant? Passons-nous à côté de quelque chose lorsque nous ne pouvons pas être présents à un 5 à 7? Lorsque nous avons à écrire à quelqu'un et dire « Je ne peux pas venir à ton souper de fête car comme j'avais déjà dit récemment, car je dormirai debout devant toi et tes acolytes. » Passons-nous devant quelque chose lorsque nous n'allons pas voir notre musicien, notre groupe de musique préféré,
lorsque celui-ci ou ceux-ci viennent en ville. Et lorsqu'un de nos amis nous dit je ne pourrai pas souper avec toi, je ne pourrai pas être là, et qu'à plusieurs reprises, notre rencontre avec un de nos amis est souvent remis, passons-nous à côté de quelque chose? Est-ce que le fait de se retrouver seul avec soi-même pose un problème? Avons-nous raté une occasion, vraiment? Si on adhère à la théorie du désir comme manque, oui, on est déçu lorsqu'il n'y a pas satisfaction du désir. Mais est-ce que la vie nous satisfait toujours? Est-ce que la vie est-ce que nos expériences vivantes, comment dire, est-ce que notre vie est une succession de satisfaction de désir sans malheur, sans souffrance, sans difficulté? Est-ce que notre volonté est toujours faite? Est-ce qu'on peut vraiment dire que lorsqu'une occasion, lorsque nous manquons une occasion ou qu'un désir n'est pas satisfait, que nous sommes automatiquement profondément tristes et malheureux? C'est ça la question, c'est ça qui est en jeu, car si nous acceptons cette théorie-là du désir comme manque, à chaque fois que notre désir est frustré ou que notre désir n'est pas satisfait, nous serions dans cet état de malheur, de frustration. Donc, posons-nous la question, est-ce que nous pouvons demeurer profondément heureux et bien quand nous vivons de profonds refus ou que les événements ne tournent pas comme nous le voulons, comme nous l'espérons? Et y a-t-il une manière d'être bien sans être dans cette perspective du désir comme manque? Parce que souvent, nous disons je suis en manque de ceci, je suis en manque de cela. Moi qui voulais retourner en France et qui le veux depuis 5 ans, durant les 5 dernières années, le fait que je ne sois pas en France, est-ce que cela cause une frustration? Ou je pourrais peut-être me rendre compte que lorsque je serai en France, qu'il n'y a peut-être jamais eu de séparation. Peut-être que ce contact est en train de se faire dans ce qu'on pourrait appeler la perspective de l'ombre. Hein? Je vous donne un autre exemple à ce sujet. J'ai attendu 10 ans avant d'enseigner. Mais j'ai toujours maintenu cette idée, ce rêve. Ce rêve mûrit en moi. Et quand c'est arrivé, pour les premières fois, je me disais, enfin, je peux pratiquer mon rêve. Mais après 15 ans d'approfondissement, on se rend compte que nous sommes toujours en train d'apprendre au niveau de notre art. Alors, où commence la réalisation? Peut-être dans ce qu'Aristote appelait le potentiel, le germe fondateur, qui sera pour nous une idée primordiale. Donc, prenons l'exemple de l'idée. J'ai le goût de transmettre et d'enseigner au collégial. Cette idée est peut-être née en 95, mais elle a commencé, elle a mûri longuement et elle a eu ses premiers germes hors de la terre, en tant que si on compare ça à une plante, à partir de 2008. Et elle se poursuit. Donc, ce soir, je vous laisse sur cette vision des choses. Ce sont les idées qui mûrissent en vous, qui méritent peut-être
d'être considéré. Donc, je voudrais vraiment que vous vous occupiez des idées qui vous inspirent et de leur laisser le temps de naître, de croître et de se développer. Et même si cela n'est que manifeste dans 5 ans, les 5 années avant ne sont pas perdues. Donc, ça nous ramène d'un côté à la satisfaction doit-elle être immédiate ou peut-elle être différée et médiatisée à partir d'une maturation profonde? C'est peut-être ça qui est à considérer. Je vais reformuler ça en disant que la prochaine fois que j'irai en France, je pourrais sûrement me dire, comme j'ai déjà vécu, ça ne faisait que 5 ans d'attente. Mais on dirait qu'il n'y a pas eu d'attente et que la dernière fois que j'étais en France, et celle-ci, on dirait que il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de temps. Donc, il se peut que notre conception du monde soit erronée. Si admettons que nous ayons la position suivante, il n'y a pas de temps, mais lorsque ce que nous désirons se passe, hein, même si cela prend, dans une certaine perspective, 5 ans, nous allons nous rendre compte qu'au niveau de l'être, il n'y a pas de temps et qu'il n'y a pas de séparation entre hier, aujourd'hui et peut-être demain. C'est assez difficile à concevoir, mais je vais essayer de terminer avec une dernière métaphore. Je vais terminer avec une métaphore. Notre thème ce soir, c'était le manque. Je vous ai posé il y a quelques instants, vous manque-t-il quelque chose? Vous pourriez me répondre, oui, j'aimerais prendre une année sabbatique. Oui, j'aimerais me diriger vers un nouveau pays. Oui, j'aimerais vivre une relation amoureuse réciproque, inspirante et stimulante. Mais ce n'est pas le cas en ce moment. Est-ce que parce que vous ne vivez pas ce que vous désirez profondément, vous êtes dans un état de malheur? Ou, pourquoi pas se dire, je vais mûrir et méditer, visualiser les idées qui m'inspirent, parce qu'elles me tiennent à cœur, parce qu'elles me parlent profondément. C'est ce que Nietzsche appellera nourrir sa foi. Et c'est ce qui donne des ailes, nous dira Hölderlin, aux grandes actions. Nourrir ce qui nous habite profondément, ce qui est plus nous-mêmes que nous-mêmes, ce qui veut naître en nous, ce qui est plus vivant que notre simple vie. Donc, on pourrait appeler ça cette vie qui veut vivre en nous, mérite d'être considérée avec soin et nourrie pour que celle-ci puisse accoucher, on ne sait pas quand. On ne sait pas comment et on ne sait pas où. Mais c'est toujours ici maintenant et c'est, comme dirait Spinoza, c'est d'une certaine perspective de l'éternité, toujours là, maintenant. Je vous remercie, les amis, d'avoir été présents et présentes. Désolé, on dirait que je ne peux pas voir tous les commentaires dans le clavardage. Je voudrais vous remercier tout le monde. Alors ce soir, je suis allé d'une manière très inspirée à partir d'un thème. Le thème du manque dans la philosophie. Inspiré de Schopenhauer, Platon, Sartre et Épicure. Au plaisir de se voir vendredi au Yoga Shack
allez sur mon site mathieumartel.com pour pouvoir assister à la rencontre. Écrivez-moi, etc. Je vous guiderai. Un retour en présence sur les rencontres. C'est vendredi. Rencontres et coïncidences mystérieuses qui ont changé votre vie. J'aurai toutes sortes d'histoires à vous raconter. On vivra un beau moment magique. Au plaisir de vous rencontrer. Je serai là dès 18h30, vendredi soir au Yoga Shack, à 1 minute du métro Crémazie. Je vous assure qu'on sera une quinzaine en cette belle soirée. Il y a déjà 8 personnes qui m'ont assuré leur présence. Alors, au plaisir de vous rencontrer, de vous voir. Je ferai tirer un livre, si ce n'est pas 2, à cette rencontre. J'ai préparé mes livres et des petits billets de tirage. Et j'aurai mes livres pour ceux qui veulent s'en procurer et avoir une dédicace personnalisée. Au plaisir de se voir vendredi 22 septembre. Merci d'avoir été là. À la prochaine, Mathieu Martel avec vous. Prenez soin de vous, comme disait Socrate. Merci à tous et à toutes. Au plaisir, à la prochaine.